L'Institut Curie est le premier centre français de lutte contre le cancer. C'est un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares, et un centre de recherche d'excellence et de renommée internationale sur le cancer. 87 équipes de recherche, 1300 chercheurs de 78 nationalités différentes travaillent à faire progresser la connaissance du vivant et des dérégulations à l'origine des cancers. Mais qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes de science qui cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques pour mieux lutter contre le cancer ? Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Antonin Morillon est généticien cellulaire. Il est directeur de l'unité de recherche dynamique de l'information génétique, base fondamentale et cancer à l'Institut Curie. Il est aussi chef de l'équipe de recherche ARN non codant, épigénétique et fluidité des génomes. Pour le dire plus simplement, Antonin Morillon s'intéresse et étudie le dark génome. Mais qu'est-ce que le dark génome ? Alors le dark génome, c'est une région en fait qui ne sert pas à encoder des gènes. Donc dans l'histoire de la génétique, les gènes, c'est le mot qui va définir une protéine. D'accord ? C'est la définition. Une protéine, c'est ce qui nous compose, c'est ce qui nous permet d'avoir les yeux bleus, d'avoir les cheveux, la peau, etc. C'est la partie visible des choses, en fait. Et donc, notre génome, nos chromosomes, portent en eux les gènes qui viennent de nos parents. Hein, c'est la transmission du génome et des gènes. Et quand on a séquencé le génome humain, l'idée c'était de savoir combien de gènes définissaient un être humain par rapport à une bactérie, par rapport à un virus, par rapport à n'importe quoi du monde vivant. Il y a eu 2 surprises. La première surprise, c'est qu'on a le même nombre de gènes, de complexité, qu'un ver de terre. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une différence majeure entre nous et le ver de terre, qu'on pourrait se poser des questions pour certaines personnes. Et la deuxième surprise, c'est que, en fait, nos gènes ne représentaient que 2% de la surface de nos chromosomes. Et donc, il reste plus de 98% d'un génome qui ne code pas pour des gènes, et donc pour des protéines. Et donc, on l'a appelé le dark génome, ou la face cachée du génome, ou le génome fossile. Et en fait, c'était ça à la base, le génome poubelle. Et plus récemment, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas du tout, que c'était extrêmement fluide, et qu'il y avait une expression de quelque chose. Une information était liée à ce dark génome. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on sait qu'il y a ces parties cachées du génome, et tout un tas de laboratoires, notamment le mien, on s'est attaché à cartographier, définir les espaces, les territoires de ce dark génome, et identifier éventuellement des acteurs qui servent à la fonction de la cellule, à la vie. Est-ce qu'il y a des gènes qui sont cachés ? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont importants pour le développement ? Est-ce qu'il y a des éléments importants qui sont liés en particulier au processus de tumeur, fabrication de la tumeur ? Et donc du coup, tout un tas de laboratoires ont mis en place des techniques et des technologies pour aller lire ce dark génome et identifier dans certaines parties des régions qui sont importantes pour la vie de la cellule. Quand Antonin Morillon a commencé ses recherches sur le dark génome, c'était encore une terra incognita. En 2010, il installe son équipe à l'Institut Curie au sein du laboratoire dynamique de l'information génétique. Il commence par travailler sur le dark génome de la levure de boulanger. Pourquoi la levure de boulanger ? La levure de boulanger, ça coûte pas cher, c'est pas dangereux. C'est le modèle de la génétique le plus abouti et le plus proche de l'homme. La levure ? La levure. Alors, c'est un organisme unicellulaire, comparé à nous,
mais c'est un eucaryote. Dans le monde du vivant, on distingue plusieurs grands royaumes qui sont liés au type de cellules. Donc les bactéries d'un côté, qui sont aussi unicellulaires, mais qui n'ont pas de noyau. Les eucaryotes, qui sont en général un peu plus complexes, et qui ont un noyau dans lequel l'information génétique est stockée. Et puis après, on a les archaébactéries, qui sont un autre groupe de bactéries, alors qui sont un peu particulières aussi, et qui vivent souvent dans des milieux extrêmes, sans oxygène, avec du soufre, et qui ont des particularités extrêmement intéressantes aussi. Donc il y a ces 3 univers. L'univers des eucaryotes, c'est l'univers de la cellule humaine. Donc c'est pour ça que vous avez choisi la levure. Donc nous, pas nous, mais il y a plein de gens qui l'ont fait, mais on va dire que dans l'histoire de la génétique moléculaire, la levure est apparue comme un modèle. C'est facile, on met de l'eau, du sucre, ça pousse. C'est facile, c'est pas dangereux. Et surtout, tout ce qu'on peut découvrir chez la levure peut être conservé et marcher un peu de la même façon chez l'humain. Et donc, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Alors après, il y a plein de limites. C'est pas un organisme multicellulaire, il n'y a pas d'organes, il y a plein de choses qui sont très différentes, bien évidemment. Mais sur les mécanismes fondamentaux de la cellule, et des génomes en particulier, on retrouve des analogies chez l'humain qui sont très intéressantes. Et quand moi j'ai commencé à travailler chez la levure... Il y a combien de temps? Il y a 25 ans maintenant. C'est drôle, vous dites chez la levure. Chez la levure, chez elle. Alors il y en a plein des levures en plus. Bon. Il y a plusieurs centaines de levures différentes. C'est des champignons en fait, ces levures. Donc quand on a commencé à travailler chez la levure, dans sa cuisine, la génétique sur l'humain sur la cellule humaine était quasiment impossible. Oui, il y a 20 ans, c'est net juste de faire le séquençage, c'est ça le premier, c'est là les années 2000. Le séquençage humain a lieu entre 91 et 2001. 10 ans pour séquencer l'entièreté du génome humain. Le génome de la levure, lui, il a été totalement séquencé en 1995. Donc déjà, il était en avance. On avait accès à toute l'information génétique de la levure. Donc on pouvait travailler dessus. Et surtout, on savait déjà qu'on pouvait faire de la génétique. La génétique, c'est détruire un gène, le copier à plusieurs niveaux, le muter, à rajouter des choses extérieures à la génétique de la levure. Donc on pouvait faire un peu les Frankenstein du génome pour comprendre. Et surtout, il n'y avait pas de danger derrière. Ouais, chez la levure. Chez la levure. L'invention de la technique des ciseaux génétiques CRISPR par les professeurs Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui ont reçu le prix Nobel de chimie en 2020, a révolutionné le domaine de l'ingénierie génétique et la recherche sur le génome. Avec CRISPR, on fait ce qu'on veut. C'est du découpage. Donc on peut reconstruire des parties du génome ou des chromosomes à volonté. Donc ça, c'est, on va dire, un saut technologique majeur pour faire de la génétique humaine. On fait de l'édition génétique. D'accord. Le génome, c'est le stockage, le disque dur. La protéine, c'est, on va dire, on va prendre une autre image qui est plus simple. C'est une maison, on a la carte, les plans que fait l'architecte, ça c'est les gènes, et les protéines, c'est la maison elle-même construite. D'accord. Mais entre les deux, il a fallu lire la carte, dire aux ouvriers, aux maçons, aux plombiers, etc., comment il fallait faire. Ça, c'est le messager, c'est l'ARN. C'est éphémère. Je dis quelque chose, 5 minutes plus tard, il n'y a plus la parole. Ah oui, c'est vrai, je l'ai lu, c'est éphémère, les ARN. L'ADN et les protéines, l'ADN, c'est voilà, toujours héritable, on transmet cette information, c'est le livre, c'est la Bible. Et la maison construite, c'est les protéines, c'est l'objet final. Entre les deux, il a fallu transmettre, il a fallu crier, il a fallu dire, toi tu fais ci, toi tu fais ça, ça c'est les ARN, c'est la voix. Donc c'est éphémère. Une fois que j'ai dit l'information, c'est fini. Par contre, elle est toujours dans mon livre, et à la fin, quelqu'un aura construit, on espère, les choses à l'identique. Ce qu'on faisait à l'époque pour la génétique humaine, c'est qu'on ne touchait pas au plan, mais pour toucher à la maison finale, en fait, on interférait avec la parole de l'architecte vers le maçon. Voilà. On changeait le langage, on changeait sa voix, et il n'avait plus de porte-voix, et donc du coup, ça limitait l'information, ou ça l'éteignait, et du coup, la maison, elle n'avait pas lieu. Voilà. C'est comme ça qu'on faisait. D'accord. La génétique, aujourd'hui, humaine, est tellement puissante que c'est le plan qu'on est en train de modifier.
D'accord, Ça pas change les tout. indications pour la construction, pas la On voie. laisse faire les indications, mais on les a écrites différemment. C'est ça. Ça, c'est l'édition génétique, Aujourd'hui. aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, dans les labos, on peut travailler là-dessus. Donc interroger le dark génome dans mon équipe, évidemment qu'aujourd'hui, on l'interroge pratiquement plus chez la levure, Non. mais que chez l'humain. Pourquoi? Parce que nous, on interroge deux choses là-dessus. C'est, est-ce qu'on peut s'en servir de ce dark génome pour des fins thérapeutiques? Et est-ce qu'on peut comprendre à quoi il sert dans notamment les processus de tumorigénèse? Okay. Donc, comment on peut s'en servir? Dans le cancer, il y a deux choses qu'on veut faire aujourd'hui. C'est un diagnostic précoce, le plus précoce possible, pour dire, toi, là, il se passe quelque chose, si on ne prend pas ta maladie tout de suite, quelque part, on ne va pas pouvoir te soigner. Donc on va essayer de te diagnostiquer au plus vite. Et surtout, faire un pronostic. Est-ce que tu vas avoir un cancer agressif ou pas agressif? Antonin Morillon a cherché à décrypter la complexité du dark génome spécifiquement dans les cas des cancers de la prostate. Il cherche, grâce au dark génome, à identifier des marqueurs dans les urines qui permettent de dire si la personne a un cancer ou pas. Avec son équipe de recherche, Antonin Morillon est en train de mettre au point un test urinaire qui permettra de diagnostiquer le cancer de la prostate de manière précoce. C'est l'essai clinique HOPE. Aujourd'hui, l'essai clinique, il est fini. Ça y est. On est en train d'évaluer les résultats, mais pour aller jusqu'à l'essai, on va dire en phase médicale, pour que ce soit adopté dans les hôpitaux ou dans les laboratoires médicaux, il faut en passer par des agréments. C'est là qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'en est pas là. Pas encore. Pour pouvoir faire cette validation, Ouais. il faut le tester sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Donc c'est ce que vous êtes en train de commencer à faire? Aujourd'hui, nous, on va proposer, on brevette la signature. L'Institut Curie pose un brevet pour qu'une société, parce que c'est que des compagnies privées qui peuvent faire ça aujourd'hui, s'empare du brevet de la signature et fasse tous les tests possibles, parce qu'il faut aller tester des gens qui vivent en Asie, des gens qui vivent en Amérique du Sud, des gens qui... Et donc, c'est des tests qui sont statistiquement extrêmement rigoureux. C'est un vrai métier de faire ce genre de choses. Recruter des patients, avoir leurs données médicales et s'assurer que 3, 4, 5 ans après, ils n'aient pas eu un cancer si on avait dit qu'ils n'avaient pas un cancer. Mais ça veut quand même dire qu'à terme, dans une dizaine d'années, même pas? Alors ça, c'est difficile. Moi, je ne le ferai pas, ça. Moi, je ne pourrais pas. Ce n'est pas mon métier. Non, je sais, j'ai compris. C'est des boîtes privées. Mais ça veut dire que... Mais ça peut être une dizaine d'années, ouais. Mais ça veut dire qu'à terme, on pourra même savoir préventivement, en faisant un test avec les urines, voilà, de savoir si ces biomarqueurs sont présents ou pas. Voilà. Avant que le cancer se déclare même. Alors non, il faut... Non. En fait, le cancer, la tumeur qui est en cours de progression, elle part vraiment de pas grand-chose. Mais nous, on détecte ce pas grand-chose. C'est ça. C'est pas une prédisposition au cancer. Il est déjà là. On a un cancer qui est déclaré. J'ai un cancer qui est en train de se mettre en place. Antonin Morillon est un pionnier dans l'exploration du dark génome. Et aujourd'hui, le dark génome ouvre aussi de nouvelles perspectives thérapeutiques. Jusqu'à encore il y a quelques années, on se focalisait dans toutes les thérapies anti-cancer sur les gènes, pas sur le dark génome. Donc on faisait la cartographie des gènes, les mutations. Ok, toi tu as une mutation du gène machin et qui est bien spécifique du cancer du sein. Et donc ça on l'a très bien fait, mais c'était que moins de 2%. Maintenant il faut faire tout le reste. Et là il y a un challenge immense. Et ça c'est intéressant parce que on peut aller plus loin encore que faire du diagnostic. On peut aussi aller trouver dans le dark génome des éléments qui permettraient d'éduquer le système immunitaire à reconnaître la tumeur, et que la tumeur, pas la cellule saine qui est à côté ou le tissu sain qui est à côté. C'est les antigènes. Donc ça, c'est un autre aspect de nos activités aujourd'hui, c'est qu'on recherche les dark antigènes, donc ceux qui viennent du dark génome, parce qu'on sait que ceux-là sont que spécifiques à la tumeur, et qu'on pourrait les utiliser comme étant à vacciner, par exemple, les patients, pour éduquer leur système immunitaire, entraîner leur système immunitaire, pour qu'il aille attaquer la tumeur du patient. Alors là, je sais que vous travaillez là-dessus. Nous, on travaille là-dessus.
sur des cancers qui sont très agressifs aujourd'hui. On peut citer le pancréas, mais il y en a d'autres. Donc nous, on se positionne sur ce genre de thématique, exploiter le fait que le dark génome peut produire des protéines et que ces protéines-là sont spécifiques du tissu en question, de l'organe en question et de la tumeur en question. Et donc si on est capable de faire la cartographie des antigènes qui sont spécifiques de la tumeur, on peut éventuellement vacciner les personnes pour accélérer la réponse immunitaire et se débarrasser de la tumeur. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vaccination thérapeutique. C'est un très gros projet. Et vous êtes là-dessus, vous avez monté une start-up. Quand vous dites nous, c'est qui? On est plusieurs. Dans Curie, il y a plusieurs groupes de recherche qui se sont positionnés là-dessus, avec chacun des compétences et des expertises propres. Et avec l'aide d'Olivier Lantz, qui travaille en immunologie, dans le département d'immunologie à l'Institut Curie, et une médecin oncologue spécialiste des cancers gastro-intestinaux, Cindy Neusillet, on a décidé finalement de mettre notre expertise, chacun d'entre nous. Moi, c'est le dark génome. Olivier, c'est l'immunologie et la vaccination. Cindy Neusillet, c'est le cancer du pancréas, les patients et quel type de patients arrivent, avec quel type de maladie et quel type de traitement. On a décidé, avec l'aide d'un quatrième larron, Daniel Gautret, qui est un professeur à Paris Sud, qui est spécialiste en bioinformatique, donc lui il fait de la gestion de bases de données, il analyse les génomes du cancer, mais pas que. Tous les quatre, on s'est dit, on va créer une structure dynamique, rapide, pour aller identifier les meilleurs antigènes que l'on pourrait proposer pour faire une vaccination thérapeutique pour adresser un cancer agressif. On a commencé avec le pancréas, mais il y en a d'autres sur lesquels on se positionne là-dessus. Antonin Morillon est un des fondateurs de la start-up Cereus Biosciences qui cherche à mettre au point un vaccin contre le cancer. Le développement des vaccins anti-cancer est une innovation thérapeutique majeure de ces dernières années. C'est un peu la révolution en cours en thérapie anti-cancer. L'immunothérapie a déjà démarré. Ça fait peut-être 10 ans que c'est là. Ça a été un apport formidable pour soigner les patients. Un espoir. Un espoir. La chimiothérapie, la chirurgie existait déjà, la radiothérapie. Est venue l'immunothérapie. L'immunothérapie, il s'agissait de dire, on a compris en partie pourquoi les cellules immunitaires n'arrivaient pas à attaquer proprement les tumeurs. C'est en particulier parce que la tumeur génère autour d'elle une espèce de, moi j'appelle ça la cape d'invisibilité. Comme Harry Potter. Donc je me cache derrière ma cape d'invisibilité et donc la police qui passe autour, le système immunitaire, le voit pas ou le voit mal. Et vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là? De cet ordre-là, la tumeur libère des molécules qui vont empêcher la cellule immunitaire de venir se coller et d'avoir une activité à la tumeur. Pour tous les cancers? Pour tout type de cellules cancéreuses? Ça ne marche pas pour tous les cancers, ça ne marche pas pour tous les patients et c'est pour ça que ce n'est pas la solution ultime. C'est un progrès, mais ce n'est pas 100% de réussite. Et il y a certains cancers qui sont résistants à ça et il y a des patients qui ne supportent pas l'immunothérapie. Qu'est-ce qu'on fait? On booste le système immunitaire pour aller au-delà de sa capacité de reconnaissance. Donc quelque part, on change quelque chose. Ça peut avoir des effets secondaires importants. Donc vient actuellement la deuxième révolution en immunothérapie, qui est de dire, en plus de libérer les forces pour pouvoir passer au travers de cette cape d'invisibilité, on va aussi éduquer encore mieux le système immunitaire à reconnaître les tumeurs. Donc on va utiliser le principe de la vaccination. La vaccination, c'est je fais un choc avec des antigènes, le système immunitaire va réagir, on le fait en dehors de la tumeur, on le fait comme on fait une vaccination classique. Donc le système immunitaire va se trouver activé, va libérer des centaines d'agents qui vont reconnaître ces antigènes dans tout le corps, parce qu'on lui a dit qu'il fallait le faire, il va les amplifier, il va faire une armée contre ça. Et si on combine ça éventuellement avec la possibilité de diminuer la barrière. L'immunothérapie, oui. Voilà, si on les combine, c'est pas dit que ça marche, mais si on combine ça, on peut espérer que les antigènes qu'on a délivrés, qui sont des antigènes qui sont sur la tumeur, ils vont y aller, ils vont la détruire. Il y a déjà des papiers qui ont été faits là-dessus, il y a plein de labos qui se sont positionnés sur ce thème-là. Le point clé, c'est l'antigène. Quel antigène on va utiliser? Comment on est sûr que l'antigène qu'on va lui donner, parce que la tumeur, ça reste notre ADN.
Alors même s'il a muté, c'est nous. Donc on ne va pas faire des antigènes qui nous reconnaissent nous. Ça ne va pas marcher. Ah ouais. Mais je vais poser une question encore. Dans un vaccin, il y a un antigène ? Non, alors ça dépend. Sur les vaccins viraux, par exemple la Covid, oui, il y a un antigène. Mais là, c'est la surface. Pour la tumeur, nous on fait des cocktails d'antigènes. Pour justement s'assurer qu'un maximum... Une grosse couverture. Que la couverture soit la plus efficace possible. Et là, on en est où de ces recherches-là ? Enfin, on connaît tous des gens autour de nous qui sont atteints de cancer. Aujourd'hui, il y a, sur le cancer du pancréas, et je parle que de ça, il y a une vingtaine d'essais cliniques en cours. Ils ne vont pas tous marcher. Nous, avec la start-up Cereus, et donc les 4 fondateurs que j'ai cités tout à l'heure, Olivier, Cindy, Daniel et moi, en partenariat avec l'Institut Curie, c'est une start-up, une spin-off de l'Institut Curie. L'idée, c'est vraiment de proposer un vaccin d'ici 3 ans. On a l'habitude, depuis qu'on est tout petit, d'avoir des vaccins préventifs. On éduque le système immunitaire à rencontrer un virus qu'il pourrait voir une fois dans sa vie. Mais c'est pas ça dont vous me parlez. Là, on parle de ce qu'on appelle un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire le cancer est là. Je suis malade, la tumeur est là, il faut la réduire, il faut la détruire. Et là, on utilise le système immunitaire par sa rapidité, sa spécificité et sa capacité d'action à détruire une tumeur en quelques semaines. Il n'y a rien d'autre de plus efficace que ça, à part la chirurgie. Et surtout, c'est vraiment le corps qui fait sa propre défense. Donc les rechutes, etc., on peut envisager qu'il y a plein de choses derrière. Mais ce n'est pas un vaccin préventif. C'est vraiment, je suis malade, je viens à l'hôpital et on me vaccine. Il y a déjà des gens, il y a déjà des laboratoires qui se disent, mais pourquoi pas faire des vaccins préventifs ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, Antonin Morillon nous parlera de Marie Curie, de sport et de la place de la science et des scientifiques dans la société. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Louise-Charlotte Simone, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alice-Anne Brassac, production Chloé Tavitian.